C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Les ministres des Affaires sociales et de la microfinance ont procédé ce mercredi au lancement de l'enquête PMT Proximis Test, le compte rendu à suivre dans cette édition. Remise d'une subvention de 400 millions de francs CFA de la part du gouvernement béninois à la Fédération béninoise de football. Plus de précisions dans un instant. Les membres de la Commission électorale nationale étaient face à la presse ce mercredi 13 mars 2019, une rencontre qui a permis à Emmanuel Tiando d'apporter des clarifications sur les irrégularités notées dans les dossiers de candidature de certains partis politiques. Ce sera tout pour le sommet. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue donc à toutes et à tous. Anniversaire ce 13 mars de 6e pontificat du pape François. L'événement a été célébré ce mercredi à la nonciature apostolique du Saint-Siège au Bénin en présence des autorités religieuses et politico-administratives. Samson Oké, Fiacre Voitan y était. Suivez ce reportage. 13 mars 2013, 13 mars 2019, 6 ans déjà que le pape François a pris les rênes de l'une des plus grandes institutions religieuses au monde, l'Église catholique romaine. 6 ans de pontificat célébrés ici à la nonciature de Cotonou sous l'égide du nonce apostolique. Un événement fort simple qui a réuni autour du représentant du Saint-Père au Bénin, Monseigneur Brian Oudaïgoué, des évêques du Bénin et du Togo, des ministres du gouvernement, des présidents des institutions de l'État, de quelques membres du corps diplomatique accrédité au Bénin et des autorités politico-administratives de la République. Occasion pour le représentant du Saint-Père au Bénin de retracer quelques caractéristiques de la fonction du pape François. La figure du pape a toujours été centrale et fondamentale. Il est justement le principe de son unité et comme tel, il joue le rôle d'arbre et de guide suprême pour le peuple de Dieu. C'est dans cette posture et dans l'accomplissement de cette mission que, conformément à la noble tradition de ses plus proches prédécesseurs, le pape François fait démarrer chaque année par la célébration de la Journée mondiale de la paix. Outre la volonté de veiller à la pérennisation d'un climat de paix dans le monde, le pape François n'a de cesse de centrer son pontificat sur l'annonce quotidienne de la joie de l'Évangile. Cette préoccupation est visible à travers sa défense des plus faibles et son attention aux pauvres et aux plus petits, attention envers ceux qui sont à la périphérie de la société. Sa sainteté, le pape François, depuis son arrivée à la tête de l'Église catholique, a engagé des réformes courageuses sous le sceau de l'amour et de la miséricorde divine. Des réformes dont la pertinence est reconnue et saluée ici par le Bénin à travers le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chef de la délégation ministérielle présente à cette cérémonie. En cette joyeuse circonstance, l'occasion est donc propice pour former, pour sa sainteté, au nom du gouvernement du Bénin et en mon nom personnel, des vœux de santé, des vœux de paix, de force et de courage dans cette noble et exaltante mission de pasteur du peuple de Dieu qu'il est. En effet, durant ces 6 années de son pontificat, cette 6 années de pontificat, Sa sainteté, le pape François, a engagé et conduit de nombreuses réformes. Réformes courageuses, en prônant la miséricorde divine, le retour aux valeurs, ce qu'il appelle la révolution de la tendresse. Il a, de façon constante et résolue, invité le monde à la culture de l'amour sincère du prochain et à la rupture avec la culture de l'indifférence et de la violence. Je voudrais, en terminant, dire que la coopération entre le Bénin et le Vatican
qui a présenté des signes de maturité, pour reprendre vos termes de tout à l'heure, M. le nonce, que cette coopération est exemplaire. Et je voudrais saluer les réalisations qui sont à l'actif de l'Église catholique, notamment dans les secteurs sociaux, particulièrement dans la santé, l'éducation et la formation. Le gouvernement est attentif aux efforts qui sont faits pour soulager les souffrances des populations dans plusieurs de nos contrées. Sa sainteté, le pape François, est le 265e successeur de l'apôtre Saint-Pierre et leader universel de l'Église catholique romaine. Les festivités du 6e anniversaire de son pontificat sont poursuivies ici par la coupure du gâteau en son nom et le partage du buffet. Une agape fraternelle offerte par l'annonciature apostolique du Saint-Siège près le Bénin. Un reportage de Samson Oké de Fiacre Voitan. Autre information dans ce journal, les ministres des Affaires sociales et de la microfinance ont procédé ce mercredi au lancement de l'enquête PMT, plutôt Proci Means Test, une étape importante pour la concrétisation du projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain. Durant 15 jours, les agents enquêteurs sous la supervision de l'INSAE collecteront des données. Le point avec Laurent Roland Toneikes et Damien Pedro. C'est donc parti pour 15 jours de collecte de données dans la zone sanitaire à Bomé-Calavi-Soava. L'enquête PMT Proci Means Test est une étape importante pour la mise en œuvre du projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain après le ciblage communautaire. La phase du ciblage communautaire s'est déroulée d'avril à juillet 2018 sous la conduite du projet ACES et a permis de pré-identifier 467 621 ménages pauvres, dont 224 213 ménages pauvres extrêmes. L'enquête PMT précède donc l'étape finale de la validation communautaire qui permettra de disposer d'une liste consensuelle de pauvres à l'échelle nationale. Selon Adam Bintoutaro, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, la préparation et la mise en œuvre du projet Arche a été un processus complexe, minutieux et hautement encadré par des experts chevronnés. C'est donc un processus qui aborde sa dernière ligne droite, opérationnalisée par l'INSAE. La présente phase, qui vise à finaliser la base de données des bénéficiaires du projet, permettra de collecter des données sur les conditions de vie des populations cibles de Arche. Sur le plan opérationnel, l'enquête PMT va apporter les derniers éléments permettant un bon arrimage avec la base de données du RAVIP et déclenchera prochainement l'impression de cartes biométriques pour les bénéficiaires de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche, pour lequel les travaux ont été effectués, notamment la validation du panier de soins à offrir aux bénéficiaires, la codification des actes de soins, de biologie, de chirurgie et des pathologies, ainsi que celle des médicaments et des professionnels de santé, l'identification des zones sanitaires pilotes, Abomey Calavi Soava, Dassa Zoumé Glazoué, Djougou Kopago Wake. Après la phase pilote dans les zones sanitaires à Bomé-Calavi-Soava, Dassa Zoumé Glazoué, Djougou Kopago Wake, les 2000 enquêteurs et contrôleurs sélectionnés seront mobilisés sur une période de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national pour la collecte de données. Le résultat de tout ce processus contribuera à la mise en place du registre social unique des bénéficiaires potentiels de tous les programmes de protection sociale au Bénin.
Ce mercredi 13 mars, le gouvernement béninois a tenu sa séance hebdomadaire en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Suivez ici un extrait du compte-rendu lu par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Au titre des mesures normatives, agrément de société au régime privilégié du Code des investissements. Les sociétés ci-dessous ont bénéficié de divers régimes du Code des investissements en vue de favoriser leur développement, créer des emplois et renforcer le tissu industriel. Il s'agit notamment de la société Atlantique Moulin Bénin SA, au régime C pour son projet d'implantation d'une usine de production de farine de blé à Semepodji dans le département de Lomé. La société Altis Panification SAS, au régime B pour son projet de création d'une boulangerie-pâtisserie à Adjakpa, commune de Zé, dans le département de l'Atlantique. La société Wakapu Benin-Sahar, au régime B pour son projet d'installation et d'exploitation d'une usine de transformation de fruits en amandes et beurre de karité à Ouberou, dans la commune de Tchaourou, département du Borou. Transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le Fonds cohésien pour le développement économique arabe dans le cadre du financement du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Bukumbe, Kové et Zayanado. L'objectif du projet est d'assurer la fourniture pérenne d'eau en quantité et en qualité aux populations de ces trois villes pour répondre à leurs demandes croissantes en eau potable aux fins d'améliorer leurs conditions sanitaires et sociales. Il s'agit de soutenir le développement socio-économique dans ces localités à travers l'extension et le renforcement du système d'alimentation en eau potable existant. C'est pourquoi l'autorisation de ratification est sollicitée pour ce prêt d'un montant de 5 millions de dinars cohésiens, soit environ 10 milliards de francs CFA. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens adopté à New York le 4 décembre 2004. Au titre des communications, accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Par cet accord signé le 24 janvier 2019, nos deux États ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer en synergie pour la réalisation effective du projet de pipeline suivant l'axe Niger-Bénin. La construction de cette infrastructure d'envergure permettra d'assurer le transport des hydrocarbures en provenance des sites de production au Niger vers le port de Cotonou. Dans cette perspective, il sera procédé prochainement à l'approbation de l'étude d'impact environnemental et social, de même que de l'étude de faisabilité. Interviendront également la création de la société de transport dédiée au projet, puis la signature de la convention y relative. Les ministres de la mise en œuvre du projet ont été instruits d'y veiller particulièrement. On reste justement avec le ministre Oswald Omeki. L'État béninois, à travers lui, a octroyé une subvention de 400 millions de francs CFA à la Fédération béninoise de football. Une partie de cette somme servira de subvention aux différents clubs qui animent la saison 2018-2019 en Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3, et le reste servira au fonctionnement de la fédération. La cérémonie de remise de chèques au club dans ce cadre est intervenue ce mercredi dans un hôtel de Cotonou sous la coupole du ministre Oswald Omeki. Écoutons à ce propos le ministre des Sports et quelques responsables de clubs présents à ce rendez-vous. Ils sont au micro de Frédéric Espoir Oumabou et Romaric de Vauchy. Non seulement le chef de l'État lui-même, comme vous le savez, s'engage aux côtés de nos équipes nationales et de la Fédération béninoise de football pour continuer à contribuer au rayonnement de notre football. Nous sommes venus aujourd'hui vous annoncer que les niveaux de subvention de cette année connaissent pour les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 comme de Ligue 3 une augmentation. Nous passons à 10 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 1, à 6 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 2 et à 4 millions de francs CFA
pour chaque club de Ligue 3. L'année dernière, nous avions donné en guise de fonctionnement au comité exécutif de la fédération un montant de 10 millions de francs CFA. Cette année, nous avons décidé de doubler ce montant qui passe donc à 20 millions de francs CFA. Ça vient à point nommé parce que vous savez, 10 millions, c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore beaucoup pour un club. Juste avec 10 millions, dès que vous payez déjà 3 salaires, c'est fini. Et puis vous savez, Tonnerre, nous, c'est une nouvelle équipe qui est en apprentissage. Donc quoi qu'on dise, nous allons encourager le gouvernement à faire un peu plus. L'année passée, le gouvernement a donné 8 millions, 7 mois, 10 millions. On souhaite que prochainement, que ce soit 20 millions. Là, ça va nous soulager un peu plus. Mes premières impressions sont d'abord des impressions de grande satisfaction et de grande joie. Pour tous les présidents de clubs qui ont reçu aujourd'hui la subvention. Et en même temps, ça va donner du baume au cœur à nos athlètes qui, par ma foi, cette subvention va apporter vraiment un boom d'oxygène pour le fonctionnement de nos différents clubs. Et par ma voix, je présente ici vraiment les sincères remerciements au gouvernement du président Talon qui a pensé vraiment réorganiser le monde du football. Autre élément dans cette édition, les membres de la commission électorale nationale étaient face aux hommes des médias ce mercredi 13 mars 2019. Une rencontre qui a permis à Emmanuel Tiando d'éclairer la lanterne de la presse locale et internationale sur les irrégularités notées sur les dossiers de candidature des 3 partis politiques, à savoir USL et Moël Bénin, PRD, et des partis qui ont appelé à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle face au rejet de leur dossier. Suivons ici les irrégularités notées sur les 10 dossiers avec le président de la Sénat sur des propos recueillis par Frédéric Espoir Oumambou et Romaric Devauchy. La carte d'électeur retrouvée dans le dossier de M. Guidossi Benoukbo Alfred appartient à Guidossi A. Bermus. Ce n'est pas sa carte d'électeur. Ensuite, 3 candidats, en l'occurrence Amani Biliaminou, Baroga Yoto et Kialou Warando, présentés par le PRD, se retrouvent aussi sur la liste de Moël Bénin. Ça veut dire que c'est ce que nous avons considéré après nos délibérations comme faute qu'on pourrait reprocher au parti PRD. Pour le parti républicain, nous avons eu 3 observations majeures. La non-signature de la déclaration sur l'honneur. Deuxièmement, la discordance entre les dates de naissance mentionnées par les pièces administratives sur les pièces administratives d'un candidat. Troisièmement, le quitus fiscal d'un candidat comporte des noms qui ne correspondent pas avec ceux mentionnés sur ses propres pièces d'identité, telles que l'acte de naissance et le certificat de nationalité. Pour le Moël Bénin, après délibération, nous avons retenu seulement 2 griefs. D'abord, le fait que des déclarations de candidature ne soient pas signées, c'est l'ensemble. Et deuxièmement, le fait que 3 candidats qui se retrouvent sur la liste du PRD se retrouvent également sur la liste Moël. Ça suffit pour invalider la liste. Restons toujours à la Sénat avec le président Emmanuel Tiando qui a saisi l'occasion pour expliquer les raisons de sa convocation devant la brigade criminelle. Cette convocation a fait l'objet d'un buzz sur les réseaux sociaux avec en arrière-plan des amalgames qui n'ont rien à voir avec la réalité. En effet, c'est à la suite d'une plainte du sieur Aklassato que le président de la Sénat a été convoqué pour les besoins d'enquête sur décision du procureur de la République. Je rappelle à toutes fins utiles que M. Aklassato a été positionné comme candidat sur la liste du PRD. L'intéressé a saisi la Sénat par exploit d'huissier d'une correspondance par laquelle il a appelé l'attention du président de ce parti
qui ne disposait pas de carte d'électeur et qui ne pouvait pas donc être candidat. Malgré cette requête, dit-il, il a été retenu comme candidat et a constaté qu'à la publication des candidatures du PRD, son nom figurait. C'est dans ce cadre qu'il a élevé une protestation en affirmant que n'ayant pas de carte d'électeur, sa candidature serait piratée et serait soutenue par une fausse pièce, dit-il. Effectivement, nous avons constaté au cours de l'examen des dossiers que M. Aklassator Salvador Sena figure comme candidat du PRD dans la 10e circonscription électorale. Au vu de cette correspondance, le procureur de Cotonou a ordonné une enquête et c'est à ce titre que le président de la Sénat a été convoqué à la brigade criminelle de Cotonou qui lui demandait aussi de venir avec une réquisition, notamment la transmission du dossier de M. Aklassator Salvador Sena. Dans l'intention d'obtenir ce dossier, j'ai demandé à la vice-présidente, dans le bureau de laquelle se trouvent les cantines, d'appeler le commissaire Freddy Umbedji, ici présent, qui détient les clés de ces cantines pour récupérer le dossier. Ce dernier lui a opposé un refus catégorique, arguant du fait qu'il ne pouvait pas remettre les clés sans l'avis de la plénière. La Cour constitutionnelle a débouté, vous le savez, les partis politiques PRD-USL et Moël Bénin suite au recours contre la Commission électorale nationale autonome Sénat. Suivez les réactions des citoyens à la suite de cette décision de la Cour constitutionnelle. Ils étaient 3 partis politiques à saisir la Cour constitutionnelle conformément à l'article 47 du Code électoral suite à la décision de la Sénat rejetant leur candidature aux législatives du 28 avril 2018. Il s'agit du PRD, de l'USL et du Moël Bénin qui devront se plier à la dite décision puisqu'elle a été rendue conforme à la Constitution par la Cour de Djogbénon. Une décision de la haute juridiction qui suscite des critiques dans l'opinion publique. Nous savons que le PRD est dirigé par le maître Adrien Rongwedi, qui est un homme de justice, un magistrat, qui sait quand même de quoi la question quand il a voulu aller devant la Cour. Il ne peut pas aller de la Cour comme un individu lambda. Les preuves ont été exhibées, la Cour faut encore donner sa décision. Et les décisions de la Cour sont sans recours. On en prend acte, mais on reste dubitatif par rapport à la crédibilité de cette décision, par rapport à la crédibilité de la Cour. Je ne pense pas qu'on pouvait attendre aussi que la Cour mette à mal la crédibilité de la Sénat. C'est la lecture que je fais de cette décision. Parce que si on rendait une décision qui déboutait et qui donnait raison au parti et mettait à mal la Sénat, c'est tout le processus qui s'en va prendre un coup. Si déjà on commence par douter du travail fait par la Sénat en amont, c'est qu'au finish, on ne sait pas. On douterait aussi des grandes tendances que la Sénat donnerait. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Cour est une institution, au-delà d'une juridiction qui doit dire le droit, mais c'est une institution politique aussi. C'est pourquoi il n'y a pas que de juristes à la Cour, il y a des personnalités politiques. Même si les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, les preuves apportées par le PRD ne nient pas l'évidence. Les dossiers déposés par les 2 partis de la mouvance, l'Union progressiste et le Bloc républicain, ne sont pas exemples d'irrégularité. Et c'est connu de tous les Béninois que certains membres du PRD sont encore membres des blocs en lice, à savoir le Bloc progressiste et le Bloc républicain. Parce que c'est que le député de Bénin, n'ayant pas démissionné du PRD, est toujours encore membre du PRD et encore membre du Parti républicain. Comme le député Aronver Bla est encore membre du PRD et membre du Parti progressiste. Cet argument seul serait peut-être suffisant pour qu'on puisse demander est-ce que la Cour devrait continuer par valider ces listes ou pas. Les arguments évoqués par exemple le PRD qui parle de favoritisme par exemple vis-à-vis de certaines listes, les 2 listes retenues, Union progressiste et Bloc républicain, et ces arguments ont été balayés du revers de la main compte tenu de la manière irrégulière dont les preuves ou bien les débuts de preuves ont été trouvés. Mais ça laisse un peu sur le crédit de la décision rendue à ce niveau-là. On peut alors aisément se demander quelles seront les conséquences du verdict de la haute juridiction sur la recherche du consensus pour une sortie paisible de cette crise préélectorale.
comment avoir la consensus si les partis de la mouvance s'entredécident déjà entre eux, avant qu'on aille chercher les partis de l'opposition qui ont une ligne droite claire. Ils sont exigeants par rapport à leurs demandes. Et les demandes sont claires. Revenir aux anciennes lois, alors que la mouvance demande à ce qu'on touche simplement au point d'achoppement de nouvelles lois. Il faut que le régime et les vrais acteurs du régime fassent profil bas, et je dis profil bas, pour qu'il y ait vraiment conciliation entre les extrémités. Je ne pense pas que cette décision ait d'impact négatif sur le processus même. Toutefois, selon le côté où on se trouve, ça pourrait mettre un peu en doute la crédibilité des institutions impliquées dans l'organisation du scrutin. Les regards sont désormais tournés vers la commission mise sur pied par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour la suite à donner aux propositions des partis politiques recalés. En lieu et place des avis des citoyens sur la dernière décision de la Cour constitutionnelle, vous venez de suivre une analyse de Carole Olaye à propos des éventuelles retombées de cette décision de la Cour constitutionnelle. À présent, je vous invite à suivre ce que pensent les citoyens de la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Décision, vraiment, moi je ne suis pas juriste de formation, mais ce n'est pas une décision louable. S'il faut suivre le droit, rien que le droit, que ce soit le bloc républicain, que ce soit le bloc progressiste, on devrait les renvoyer tous. Aucun des blocs n'est apte pour les élections. Aucun parti politique n'est apte pour les élections législatives. On doit reprendre le tout à zéro. Depuis hier nuit, c'était une détresse totale. La Cour a déjà dit ce qu'elle a dit. Elle a pris sa décision. Nous, on ne peut que l'accepter comme ça, parce que c'est les deux partis, c'est-à-dire c'est tout l'ensemble politique et une classe politique qui s'est réunie et ont construit la Cour qui est là. Ils sont les sages. Moi, parce que la Cour, il est bien vrai, c'est sans recours. Mais la Cour a donné une décision qui, selon moi, qui va peut-être embrouiller la démocratie béninoise. Dans quel pays on peut comprendre deux listes de même bord politique va animer la démocratie béninoise? Je pense que si les sages étaient comme moi là, ils allaient débouter tout le monde pour leur orienter comment faire pour que tout le monde participe aux élections. Mais aujourd'hui, il y a une décision qui dit que c'est les deux blocs qui vont partir. Si à l'Assemblée, on ne trouve pas consensus, cela voudra dire que la décision de la Cour veut dire que les deux blocs vont participer aux élections. Dans quel pays ça peut se passer? Je dis non, non et encore non. J'avais pensé qu'on irait à Plahoué pour célébrer en différé ce mercredi 13 mars 2019 la 42e édition de la Journée internationale de la femme, mais nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.